Johnson Ishara, bienvenue. Bon, merci beaucoup. Bien portant ce matin. Je me porte tout doucement. Je vais bien ce matin, monsieur Jean-David. Vous portez bien? Oui, ça va. On tient le coup. La famille aussi, ça va? Oui, la famille, ça commence à aller. Parce que déjà la semaine passée, à Goma, c'est tous les jours qu'on a des mauvaises nouvelles. Et moi, personnellement, ma famille a été attaquée. Ma maison a été saccagée à partir de 10h du matin. Et dommage, et heureusement que Dieu a veillé sur toute la famille. Personne n'a été touché malgré tous les effets matériels qui ont été emportés par des hommes en armes. Par des hommes en armes. Voilà. Et c'est quoi la raison? Bon, la raison, vous savez, la ville de Goma comme la ville de Bukavu aujourd'hui, les deux villes sont en train de connaître une insécurité à outrance parce qu'il y a eu d'abord une incapacité pour ceux qui sont là à gérer les deux villes, à contrôler, imposer l'ordre. Deuxièmement, ce qu'il y a eu circulation d'armes dans la ville. Troisièmement, ce que tous les faiseurs du mal en termes d'insécurité qui étaient dans les prisons centrales, de part et d'autre, ils ont été libérés et ils ont été relâchés et ils sont très nombreux dans la ville, de sorte qu'ils sont en train de terroriser presque toutes les nuits les gens à Bukavu, toutes les nuits les gens à Goma. Et chaque matin quand on se réveille, il y a toujours des corps qu'il faut ramasser par-ci par-là. Il y a toujours des maisons qu'il faut répertorier d'avoir été cambriolées la nuit. Il y a toujours des blessés graves. Donc, c'est la peur au ventre à Goma et à Bukavu. Je pense que même à Bukavu, dans la journée d'hier et avant-hier, la population commençait déjà à se réveiller la nuit pour dire nous allons nous-mêmes nous prendre en charge. Il y a d'autres qui sont même partis au gouvernorat pour dire qu'ils en ont marre parce que oui, c'est vrai, dans une situation comme ça, soit on décide de mourir tous comme des chiens, ou à un moment on se dit mais nous devons quand même nous réveiller parce que nous sommes des humains et nous ne méritons pas ce genre de scénarios. Alors, là chez vous, ils sont entrés, ils vous cherchaient. Alors ils sont tombés sur votre grand frère. Non, le cas des grands frères, c'est un cas qui était séparé de mon cas particulier. Parce que le grand frère, il a été arrêté à la Petite Barrière. Il devrait aller assister un autre grand frère qui était hospitalisé et qui a rendu l'âme, paix à son âme. Il était hospitalisé à Bunia et qu'il avait besoin d'être assisté. La famille avait décidé d'envoyer un grand frère qui se présente et du coup il a été porté disparu. Parce que c'était ça l'information, on a perdu les traces. C'est après les alertes qu'on a eu à savoir qu'il est arrêté par ces mêmes gens qui contrôlent la ville de Goma et après beaucoup de suivi, enfin il a été relâché après avoir passé une semaine en incarcération sans savoir de quoi il s'agissait, mais plutôt on a appris maintenant qu'on lui disait qu'il avait des armes et pourtant c'était un enseignant à l'université qui ne connaît même pas... Qui n'a rien à voir. Oui, qui n'a rien à voir. Et maintenant, l'M23 aussi était venu vous chercher, vous? Bon, c'est difficile vraiment de savoir ce qui s'est passé. Vous savez, les opérations nocturnes dans la ville de Goma, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Ce que j'ai retenu, ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'ils sont venus dans la maison. Où vous n'étiez pas là? Vous étiez ici à Kinshasa? Oui, moi j'étais à Kinshasa. Ils ont posé la question où est les responsables de la maison, c'est-à-dire le papa de la maison. Et bien entendu, le papa c'est moi. Et ils ont manqué le papa que j'étais. Ils ont commencé à chercher partout. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à récupérer tout le bien qu'ils ont trouvé, un peu d'argent on les a remis. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis encore. Alors, est-ce que c'est moi qu'on cherchait? À côté encore, j'ai appris que il y a un collègue, un ami que je connaissais. Lui, on l'a trouvé là-bas. On l'a fait quelques coups, on l'a demandé tout ce qu'il avait. Et puis, ils sont partis. Donc, c'est vraiment une insécurité qui est multidimensionnelle. Est-ce que c'est moi qu'on cherchait? Est-ce que c'était des actes de banditisme? Difficile à dire parce que c'est difficile aussi de mener des enquêtes sérieuses dans une situation comme ça. Et je pense que... oui, allez-y. Mais il faut tout simplement dire que la ville de Goma comme la ville de Bukavu, les deux villes deviennent de plus en plus invivables, surtout pour les leaders d'opinion, les défenseurs des droits humains. C'est compliqué aujourd'hui. On est en train de vouloir fermer toutes les bouches de ceux qui veulent parler de ce qui se passe exactement. Alors, si vous êtes suffisamment connu dans une ville comme ça et qu'on est informé que vous êtes là et que vous ne
prenez aucune position, on s'inquiète et ils ont tendance à venir vous chercher pour vous poser la question pour qui vous roulez. Et quand même, votre famille est cette fois-ci à l'abri. La famille, c'est Dieu qui est en train de veiller sur elle et je prie pour que Dieu continue à veiller sur elle là où elle est pour le moment. Voilà, ça c'est le plus important. On ne mérite pas à dire là où elle peut se retrouver. Veiller, beaucoup plus garder l'identité secrète là où la famille pourra se retrouver. Hein. Vous avez femme, enfant. C'est là où résout votre cœur touché là, ça fait très mal. C'est très dur. Alors, M. Johnson Ishara, on a suivi l'Angola qui s'est retiré de la médiation. Et c'est un coup dur pour la République démocratique du Congo où la RDC pourrait certainement prendre d'autres options. Oui, la RDC en tant que pays souverain est libre de décider quelle option prendre parce que de toutes les façons, nous ne sommes pas un pays qui doit toujours penser que les décisions ou les solutions doivent venir des médiations de gauche-droite et qu'il faut toujours se déplacer pour avoir des solutions aux problèmes congolais. Je crois que même en étant au Congo, il est toujours possible de trouver des solutions aux problèmes du Congo. C'est pas nécessairement d'aller à gauche, à droite. Mais je crois également que l'Angola a été déçu 2 fois. D'abord, la première invitation de la rencontre qui devrait réunir le président de la République démocratique du Congo et le président rwandais, qui a couché d'une souris naine parce qu'il y a un pays qui n'a pas été représenté. Une autre rencontre dont la délégation congolaise qui était là et qui attendait la délégation du 23, encore une fois, ça a couché d'une souris naine où la délégation de la RDC arrive et que la délégation du 23 n'était pas là. Je pense que diplomatiquement, on pouvait dire qu'il y a des interlocuteurs qui ne sont pas honnêtes dans cette démarche et qu'à un moment, l'Angola pouvait quand même se fatiguer un peu. Et de l'autre côté, il y a maintenant cette information qui est venue comme une chevelure dans la soupe. C'est la rencontre du président Félix Tshisekedi avec Kagame à Doha au Qatar. Et que contre toute entente, je crois que même l'Angola ne savait pas. Même le service secret apparemment n'était pas informé de cette rencontre. Et du coup, ça pouvait faire créer des différentes interprétations. Pourquoi on travaille sur une question et du coup la question est amenée ailleurs. Donc c'est du temps perdu. Mais de toutes les façons, de part et d'autre, l'Angola est libre de décider de continuer ou de ne pas continuer. Et la République démocratique du Congo est également libre de penser ce qui peut être fait pour qu'il y ait solution à tous les problèmes que nous avons. Est-ce que ce n'est pas Doha qui a vidé la substance de l'Angola? Parce que le président angolais s'est vu un peu planté. Il attendait, au même moment qu'il attendait une délégation de la RDC, c'est à ce moment-là qu'on a vu le président Tshisekedi et Paul Kagame à Doha. Bon, moi, je me suis refusé de penser comme ça. Je me suis refusé de penser comme ça parce que quand vous voyez l'engagement du Qatar, des Émirats arabes unis, dans les questions également de l'Afrique, ces pays-là ne sont pas vraiment sérieusement engagés sur des questions politiques. Ces pays ne sont pas engagés sur des questions sécuritaires. Ces pays, généralement, sont intéressés par des questions économiques. Alors du coup, Luanda, qui était concentré sur des questions politiques et sécuritaires, ne devrait pas se faire trop de doutes sur la présence, parce que après avoir fait une analyse, on se rend compte que Qatar a des intérêts au Rwanda, le Qatar pouvait également avoir des intérêts en République démocratique du Congo. On peut également se rappeler, M. Jean-David, des causes immédiates de ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays. C'est ce contrat-là, raffinerie de l'or, qui était résilié par le président Félix Tshisekedi, où le Rwanda avait dit, nous avons gagné ces marchés, et du coup, nous nous rendons compte que le même marché a été réorienté dans des pays asiatiques, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, et rien ne pouvait exclure encore le Qatar. Alors, est-ce que la rencontre, parce que rien n'a fuité, et là, je tiens sincèrement à remercier le service de communication de la présidence pour la toute première fois, le président de la République se déplace sans beaucoup de bruit, parce qu'en réalité, il y a des déplacements du chef de l'État que l'opinion n'a pas besoin de savoir, la trajectoire. On a remarqué que tous les voyages
avant qu'il y ait remaniement autour du chef de l'État, tout le voyage, trajectoire, l'agenda du chef de l'État était partagé, même sur les réseaux sociaux, c'était quand même grave. Mais un homme d'État, parfois, il peut se déplacer sans beaucoup de bruit. À l'époque de Kabila, parfois, on ne savait pas quand il est sorti, quand il est rentré. L'essentiel, c'est que le pays respire. L'essentiel, c'est que des questions trouvent des réponses au Congo. On n'a pas besoin de tout savoir. Et là, on a vu quand même qu'il y a un travail qui a été fait de ce côté, et encore que rien n'a fuité sur qu'est-ce qui se sont exactement dit. Voilà. Et je pense que moi, je reste convaincu que c'était une question de rappeler les uns les autres. Les Qatar devraient appeler la RDC, devraient appeler le Rwanda au respect des intérêts de ces pays-là qui sont de part et d'autre au Rwanda et en République démocratique du Congo. Voilà, en République démocratique du Congo, Doha, quelques temps après, Walikale est tombé. Après 48 heures, les M23 ont annoncé le repositionnement. Côté congolais, ils s'en félicitent. Est-ce que est-ce une naïveté ou une stratégie? Bon, moi, je ne sais pas, moi, vous savez, monsieur Jean-David, quand vous vous concentrez sur la question de l'insécurité et cette guerre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, si vous êtes un vrai Congolais, c'est-à-dire, vous voulez vraiment qu'il y ait des problèmes internes du pays trouvent des solutions, et quand vous vous concentrez à ce qui se passe, je pense que vous pouvez parfois passer de nuit et de nuit sans appétit. Parce que des questions sont, parfois ça dépasse notre imaginaire. Vous savez, Walikale, comme vous venez de le dire, c'est un endroit que moi je connais bien parce que je visitais ces territoires alors que j'étais encore président du Parlement de jeunes du Nord Kivu. C'est un terrain que je maîtrise bien. Arrivé d'abord à Walikale centre, vous auriez déjà traversé toute une grande forêt. Parce que en voyant Walikale, en étant dans un avion, vous avez l'impression comme si c'est le territoire qui n'est pas occupé. Alors, le centre de Walikale, c'est vraiment quelques maisons qui sont là. Donc, l'ennemi a eu à franchir quand même toute cette forêt sans être inquiété jusqu'à tomber au centre. Et en arrivant au centre, nous sommes à mesure. Vous avez vu également certaines erreurs dans la communication militaire qu'on a l'habitude de nous faire. Parfois, on est à mesure de savoir combien de bataillons quittent Kinshasa pour aller renforcer sur les lignes de front. Et pourtant, quand vous dites ça, l'ennemi est déjà au courant des effectifs. Mais de notre côté, nous ne savons jamais le 23 sont en combien qui nous attaquent. Il y a eu des informations qui ont fuité que ceux qui sont arrivés, oui, ceux qui sont arrivés à Walikale centre n'étaient pas 40 militaires, mais parce que voilà, ils ont travaillé sur la question de la manipulation de masse comme Napoléon Bonaparte le disait avec son armée en disant que c'était la plus grande armée de l'Europe. Et puis ce n'était pas l'armée qui avait des grands effectifs, mais plutôt c'était une armée qui avait la capacité de bien conserver ses informations stratégiques. Et enfin, on a une armée qui attaque avec un effectif moins réduit que le nôtre, mais qui tombe quand même sur une grande entité. Alors, en prenant l'entité, oui, on a vu, ils sont entrés, les habitants de là nous ont avoué, on a vu 2, 3, 4, 5, ils n'étaient pas nombreux parce que ce qui est vrai, Walikale est trop vaste. C'est trop vaste. Oui, une grande forêt. Et ils savaient également qu'ils peuvent être circuités à tout moment par des gens qui maîtrisent bien cette zone. Voilà comment ils nous ont encore joué. Ils nous ont dit, voilà, nous respectons ce qui nous a été dit, nous nous retirons. Non, ils ne se sont pas retirés. Et encore, poser la question à Walikale, on va vous dire, ils ne se sont pas retirés. Ils ont cette habitude, parce que dans la guerre, vous attaquez. Quand vous attaquez comme ça, vous repoussez quelqu'un dans une zone qu'il occupait. Mais il y a une étape la plus difficile, c'est maintenant comment vous allez vous installer dans les zones occupées. Parce qu'il faut laisser quelques effectifs là-bas et laisser les autres continuer avec la marche. Combien on va laisser avec un effectif réduit et combien va continuer? Voilà la problématique qui se pose. Ceux qui attaquent la République, ils ont déjà ces stratégies. Quand ils veulent attaquer et quand ils ont besoin de bien contrôler la cité, ils décrètent. Vous allez voir même quand Kirumba est tombé. Kirumba, qui est une très grande agglomération dans les Grands Nord, ils ont décrété un cessez-le-feu en disant nous allons ouvrir le couloir humanitaire. Mais c'était faux parce qu'ils ne voulaient pas ouvrir le couloir humanitaire et puis ils n'ont pas
c'est pas par bienveillance au peuple qui vont dire nous ouvrons le couloir humanitaire. Non, ils étaient au bout et ils devraient d'abord non seulement contrôler la zone, mais aussi se préparer à renforcer leurs effectifs pour continuer leur démarche. Et en Walikale, encore une fois, nous tombons dans le même piège. Et ça m'a étonné de voir que les forces armées prennent acte. Ou bien peut-être c'est une stratégie pour eux. Hein? Oui, c'est ça leur stratégie. C'est aussi une stratégie pour les FARDC de prendre acte, mais en même temps, ils ne sont pas aussi dupes. Ils peuvent aussi contourner leur position. Mais ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Parce que si on dit, voilà, nous nous repositionnons, c'est-à-dire nous nous retirons un peu, mais ils ont quand même dit, nous ne voulons pas voir les FARDC là-bas. Mais entre-temps, les FARDC prennent acte et les FARDC n'arrivent pas à aller reconquérir encore de nouveau Walikale. Et du coup, quand les habitants étaient en train de crier que Walikale, il y a toujours la présence de ces militaires-là, c'est comme ça qu'ils ont fait sortir un autre communiqué disant voilà, nous avons vu des drones circuler autour de Walikale, c'est pourquoi nous voulons maintenir le contrôle de Walikale. Je pense qu'en réalité, on ne veut pas aller sur cette guerre médiatique de gauche-droite. Ce qui nous intéresse ici, c'est que il y a un peuple qui est en train de payer des lourdes tributs dans cette guerre. Il y a, à ce moment que nous parlons, à Katana, il y a des affrontements. À ce moment que nous parlons, à Bukavu, il y a des tensions et des agitations tous les jours. Monsieur Jean-David, moi je suis le plus angoissé de cette histoire. Comme je vous ai dit, j'étais au même moment porte-parole de la nouvelle société civile dans la province. Ce qui permettait à chaque village, à chaque territoire, d'être en contact avec nous. Nous avons été présidents du Parlement de jeunes et cette jeunesse-là, c'est qu'elle est en train de subir dans la ville de Goma. C'est grave. Parce que c'est chaque jour qu'il y a des jeunes qui sont arrêtés, ils sont amenés quelque part et quelques jours après, on va retrouver leurs cadavres dans les rues. Il y a déjà 3 jeunes qu'on vient de retrouver encore leurs cadavres ce matin dans les rues. Et pourtant, ils étaient interpellés par la même force qui est là. Et ils ont placé une prison chargée de torturer les gens sur le mont Goma. Et c'est sur cette colline-là que les gens sont en train d'être torturés sérieusement. Et il y a beaucoup de morts. Il y a des cadavres qu'on est en train de ramasser. Il y a certains corps qu'on est en train de jeter dans les lacs Kivu. Et ça devient scandaleux. Est-ce que nous allons continuer en train de crier, voilà, nous avons été à tel endroit, nous avons été à Luanda, nous avons été à Doha, nous avons été... Et entre-temps, les gens continuent à mourir. Au-delà de ceux qui sont en train de mourir par de tortures, il y a ceux qui commencent maintenant à mourir à cause de la famine. Vous savez, vous avez été à Goma à plusieurs reprises. Quand on vous dit qu'il n'y a aucune banque à Goma, je veux bien, on ne veut pas donner des cadeaux aux ennemis. Mais qu'est-ce que nous proposons à cette population ? De plus de 1 500 000 habitants. Bon, maintenant, l'économie est par terre. On fait quoi? Oui, parce qu'on ne va pas rester à Kinshasa. Tous ceux qui crient sur le média disant, voilà ce qui se passe, c'est parce qu'après avoir crié, ils rentrent dans leur maison climatisée, dans leur bureau. Mais il y a maintenant un peuple qui manque sur quel champ se vouer. Bukavu, n'en parlons pas. Goma, n'en parlons pas. Nous proposons quelle solution? Aujourd'hui, Uvira est étouffé. On fait quoi pour ouvrir Uvira, pour accéder? Parce que le Burundi a dit, on ne va plus recevoir trop de Congolais. Et si vous arrivez chez nous, on vous amène dans les camps des réfugiés de guerre. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tout est envahi. Parce que jusque-là, l'État congolais ne nous a encore rien dit. Monsieur Jean-David, recevez-les sur ces plateaux, qu'on nous explique quel est le rôle exact de l'armée ougandaise à Ituri. Parce que pour qu'une armée étrangère entre au pays, il faut que le gouvernement explique tout cela à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale doit expliquer au peuple ce qu'une armée étrangère vient faire dans le pays. Bon, maintenant là, on a un chef d'état-major de l'Ouganda. Quand il se réveille un matin, il fait un tweet. Il dit, voilà, on va prendre telle localité. Et comme tout est devenu maintenant... Et puis il dit qu'il veut arrêter tel gouverneur. Voilà, quand il dit des choses, il avait promis que Bukavu va tomber, Bukavu est tombé. Quand il a dit, voilà, on va foncer sur Walikale, ils ont foncé sur Walikale. Quand ils ont dit que nous venons protéger quelques Ougandais, Congolais ici, de telle communauté, nous entrons en Ituri, ils sont entrés. Et j'ai été estomaqué d'apprendre que même nos forces armées étaient surpris de le voir entrer. Mais on est dans quoi finalement? Bon, on ne veut pas qu'on parle. Ok,
Si vous ne voulez pas que les Congolais posent des bonnes questions, vous voulez maintenant qu'on soit quel peuple? Alors, on doit être tous de muets, des sourds. Une stratégie peut-être militaire, hein. Une stratégie qu'ils ne veulent pas divulguer sur la place publique, une stratégie. Stratégie pendant 3 ans, vous ne voulez rien divulguer. Et alors que l'Ouganda y est pour beaucoup, hein. Non, prenez, vous allez voir le discours. Il y a quelque chose qui m'avait intéressé dans certains discours. Quand le président de l'Assemblée nationale parle de pays qui agressent la République démocratique du Congo, il le fait clairement. Il n'a jamais oublié de citer l'Ouganda. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le président de l'Assemblée, Kamere, il a toujours dit les pays qui nous agressent. Il cite le Rwanda, il cite l'Ouganda. Il n'a jamais oublié de citer l'Ouganda. Mais de l'autre côté, nous avons une coopération militaire pour traquer les ADF dans les Grands Nord, vers Beni, dans ce coin-là. Nous avons une collaboration militaire, une coopération militaire avec l'armée ougandaise. Bon, mais de l'autre côté, nous avons une armée ougandaise qui entre en Ituri, en tout cas selon son vouloir. Pour faire quoi? Pour quel moment? Et ils seront exactement où? Nous en avons droit, M. David. Et ce n'est pas parce qu'on est pour ou contre tel ou tel régime. Non, en tant que Congolais, notre devoir, notre responsabilité citoyenne nous pousse à savoir qu'est-ce qui se passe chez nous. Quand des militaires arrivent comme ça, il y a des gens qui doivent nous rendre compte. On ne va pas se limiter sur des discours où je suis en train de voir les gens s'injurier matin, midi et soir. Quelqu'un commence même à rappeler que l'ancien président n'était pas con. On ne veut pas aller sur ce terrain-là. On veut plutôt trouver des solutions. Vous avez géré la défense. Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien foutu. Aujourd'hui, vous êtes au transport. Et rien, les embouteillages sont devenus monstrueux à Kinshasa. Monstrueux. L'aviation congolaise est devenue la plus médiocre aujourd'hui. Et au lieu de résoudre ces problèmes, vous allez passer tout le temps. Parce que dans les discours, dans le meeting que vous faites, c'est l'argent de l'État que vous dépensez. Vous allez dépenser l'argent de l'État en train d'injurier les gens. Et puis en train également de ridiculiser la nation. Parce qu'en situation de guerre, on a besoin de cette cohésion. Vous ne pouvez pas dire une chose et faire ce contraire. Quand on a besoin d'une cohésion, ça doit être un comportement adopté. Ça ne va pas être un discours écrit sur le papier. Non, c'est un comportement où on voit les acteurs gouvernementaux sont concentrés sur la cohésion. Au même moment, vous dites cohésion. Au même moment, vous caricaturez les gens. Au même moment, vous dites cohésion. Au même moment, vous incarcérez les gens selon votre vouloir. J'aurais appris qu'un vice-président d'un parti politique a été libéré hier à 1h du matin. Donc, minuit 40. Une heure moins. Mais ça, c'est quelle libération? Ça, c'est quelle libération? Bon, il y a eu audition, non? Il devait être auditionné. C'est tout ça, au fait. C'est toutes ces questions-là que le commun de mortels peut se poser. Mais qu'est-ce que nous voulons exactement? Le pays est menacé et nous avons la responsabilité de nous concentrer sur l'essentiel. Si vous avez des raisons de faire une action politique, il faut la faire, mais que ça soit dans les respects de loi. Parce que nous sommes également des citoyens qui doivent respecter les lois du pays. Et ça doit commencer par là. Alors, si quelqu'un injurie du matin jusqu'au soir un sénateur à vie, normalement, si on était un pays qui respecte les lois, il devrait également répondre de ses actes. On n'est pas dans un pays où les gens doivent maintenant commencer à chercher à faire des jeux de ping-pong, une gestion des haines. Voilà, quand il était là, il m'a amené, il m'a fait subir ça. Et non, on n'est pas là. On n'est pas là. On est dans une période la plus sombre de l'histoire de ce pays. Et la jeunesse que nous sommes, cette génération que nous sommes, ne va pas laisser les gens qui ont trempé ce pays dans la boue dans les années passées, de continuer à faire tremper ce pays dans la boue. Parce que je ne sais pas, quand j'écoute certains acteurs politiques, parfois dans mon profond silence, je me pose la question, mais quelles leçons ils ont à donner à la République aujourd'hui? Quelles leçons ils ont à donner à la République? Il faut plutôt maintenant écouter d'autres sons concordants. Et d'autres sons, c'est d'écouter des gens qui aiment ce pays et qui comprennent qu'il est temps de protéger la République. Voilà, il est temps de protéger la République. Est-ce que faudra-t-il privilégier la dynamique interne impulsée par la CENCO et les CC? Ouais, je crois à la capacité des Congolais à trouver des solutions à leurs problèmes. Eux-mêmes. Je crois à cette capacité-là. Parce qu'en écoutant le président du parti LGD, l'honorable Matata Mponi Omapon,
qui a également, il est revenu sur ça. Nous, en tant que Congolais, nous pouvons nous parler. Et dans toute flexibilité, il faut qu'on se parle. En écoutant également d'autres opposants, ils ont dit la même chose. La Senko veut la même chose, les CC veut la même chose. Et je pense que même ceux qui sont là veulent la même chose. Mais si on veut vraiment qu'on trouve solution à cette question, il faut d'abord qu'on arrête les consultations qui sont en train de se faire pour un gouvernement de cohésion nationale. Pour moi, c'est une manipulation de masse qui n'a pas son sens. Parce que jusque-là, on ne voit pas le bien fondé de ces consultations. Comment vous êtes de l'union sacrée, mais vous voulez encore consulter l'union sacrée. Ça devient maintenant qui est l'union sacrée. Parce que les opposants ont donné leur son de cloche. Nombreux ne sont pas dans cette démarche. Et les quelques opposants qui restaient ont rejoint l'union sacrée dans ces gouvernements d'ouverture, selon ce qu'ils ont dit. Bon, maintenant, si la majorité d'opposants vous disent « Nous ne sommes pas d'accord avec votre format », pourquoi les consultations doivent continuer? Il faut arrêter ça, vous suspendez. On se concentre sur un volet. Si on a choisi que la Senko dans sa démarche, si on a choisi déjà que le gouvernement a dit nous sommes prêts à rencontrer le 23, bon voilà, ouvrez ces chemins-là si vous les dites. Mais en suivant encore le communiqué des FARDC, ça nous a encore inquiétés. On ne sait pas enfin nous avons quelle boussole qui dirige ce pays, parce que là j'entends le porte-parole militaire qui dit... non, il appelle. Bon, je sais qu'on va nous dire c'est diplomatique. Il dit voilà, Excellence, le président du Rwanda, Paul Kagame. Donc, je retiens qu'il est devenu excellent. Il a dit encore le groupe rebelle 1-23. Je ne sais pas pourquoi ça devient encore groupe rebelle. Et pourtant, on a fait 3 ans. On les a appelés des pantins. On les a appelés des terroristes. Alors, je ne comprends pas. Et quand on est maintenant dans un flou communicationnel, non, ça inquiète. Ça inquiète, et j'aurais bien voulu que le gouvernement dans son ensemble puisse donner au peuple congolais une ligne de conduite par rapport à la communication de guerre. Et moi, je pense que ça, nous avons un grand défi sur cette communication de guerre qui ne rassure pas de part et d'autre. On nous entretient dans un flou où on ne connaît pas exactement quel est le rôle que nous pouvons se jouer sérieusement comme des citoyens congolais responsables. Merci à toi. Johnson Ishara, on va terminer par la culture avec Bob Ambongo. Merci à vous. Merci à vous, monsieur Jean. Voilà, bonne journée à vous.